Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui commence. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Frédéric Lefebvre, vous êtes notre invité aujourd'hui. On est ravis de vous recevoir. Je suis ravi d'être avec à vous. la tête de Pif Gadget. Vous avez repris ce journal mythique, ce magazine de notre enfance qui plaît aussi aux jeunes générations. On va parler avec vous de cette nouvelle aventure. Je rappelle que vous avez été député, que vous avez été également secrétaire d'État. Vous avez quitté la politique, on pourra peut-être en dire quelques mots. Et puis parler de cette grande aventure qu'est le relancement de Pif Gadget. Ça avait fait beaucoup de bruit l'année dernière avec l'interview d'Emmanuel Macron. C'était l'année dernière, c'est ça ? C'était il y a quelques mois, oui. C'était un peu moins d'un an. C'était pour l'anniversaire, les 75 ans de Pif, parce que Pif a 75 ans. Ouais, il les fait pas, quand on le regarde. Ça m'a replongé dans des souvenirs d'enfance et je pense que nos auditeurs moi aussi. Moi j'étais abonné et je l'attendais impatiemment. Ouais. Et puis c'était un moment parfois que je passais avec mon père à monter le gadget. Il était lui aussi tout intéressé par le gadget quand j'arrivais pas à le monter. J'avais 6-7 ans et après j'adorais lire les histoires et il y a des histoires qui m'ont marqué. Et puis il y a Rahan aussi. Oui, moi j'avais qui est toujours là. Le fils le fils des âges, c'est ça. J'adorais moi lire Rahan. Racontez-nous. Non, mais c'est il y a Patrick Roger tout à l'heure aussi qui vous a dit mais je me souviens, je suis tout de suite si j'étais scientifique mais en fait, ou pas. C'est un élixir de jouvence, Pif. Oui, c'est ça. C'est formidable parce qu'on plonge tous dans des années heureuses. Ouais, absolument. Exactement. Et donc c'est vrai que ça met la banane à tout le monde. On va en reparler évidemment dans un instant, mais le zapping, que s'est-il passé ce week-end à la télévision ? Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, comme on vient de l'entendre dans le flash, la Réunion est dans l'œil du cyclone et en alerte violette. C'est-à-dire que tout le monde est confiné, y compris les secours. Ce matin à 8h sur BFM, il recueillait un premier témoignage. La situation à La Réunion se dégrade d'heure en heure. Le vent s'intensifie à mesure que le cyclone s'approche de l'île. Une rafale de 217 km/h a été enregistrée sur les reliefs. Il y a de plus en plus de vent, de plus en plus de pluie. Je vous prends l'exemple moi de certains membres de ma famille pour qui des arbres sont déjà tombés, pour qui l'électricité est en train de sauter. Donc, mais nous, ça souffle plutôt fort pour nous, de notre côté. En plus du vent, l'océan est déchaîné. Des creux de 8 à 12 mètres approchent de l'île. La pluie est aussi très intense. Sur 24 heures, il est déjà tombé plus de 600 mm de précipitations et plus de 1000 mm sont attendus. C'est 2 fois ce qui tombe à Paris en un an. Voilà, et puis on suivra la situation. Ça a été rétrogradé en rouge. Oui. Voilà. Parce que le cyclone est passé plus au nord et moins à l'intérieur des terres, comme on pouvait l'imaginer. Une parole discrète, celle de Laurent Delahousse, le présentateur des 20h du week-end, qui s'exprime rarement. Il était dans C'est à vous vendredi. Il a regretté que sa position de journaliste de 20h ne puisse lui permettre d'exprimer son avis, comme le font désormais les journalistes des chaînes info. Nous, on se doit d'être dans une forme de retenue. Moi, je peux pas exprimer mes opinions sur un plateau de télévision, c'est absolument impossible. Ça fait 15 ans que je me retiens, sincèrement. C'est quelque chose qui est une forme de retenue, qui est une forme de réserve, mais c'est aussi un handicap. C'est quand même aujourd'hui compliqué d'exercer un métier qui est celui de journaliste, mais compte tenu de ce statut du journal de 20h, de ne pas pouvoir parfois exprimer ses opinions, sincèrement. En revanche, il y en a beaucoup qui, sur les plateaux de télévision aujourd'hui, ne font que du journalisme d'opinion et cristallisent les conflits. Ça a bien changé les journalistes depuis votre époque, non ? Voilà. Et surtout depuis l'époque de mes débuts en politique, parce que moi j'ai commencé avec Chaban. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est impressionnant puisque aujourd'hui, il y a une grande conférence de presse qui s'organise aujourd'hui, tout le monde fait référence aux conférences de presse du général de Gaulle. Et en fait, ça n'a plus rien à voir, puisqu'aujourd'hui, la moindre chose que vous dites enflamme tout d'un coup tous les médias. Et puis c'est vrai que les chaînes d'infos sont en permanence dans le commentaire, le débat, la critique. La polémique systématique. Et la polémique, parce qu'il faut faire l'actu. Mais est-ce que finalement les hommes politiques n'ont pas donné le bâton pour se taper, pour se faire taper dessus en allant dans les journaux comme, même s'ils le faisaient il y a quelques années, dans Paris Match ou autre, mais on a l'impression que maintenant ils se livrent plus, ils sont plus devenus des people quand on voit les ministres sur Instagram. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais donné, quand j'étais porte-parole, j'avais donné une interview dans Voici et j'avais été très critiqué. Je crois que la seule personne qui l'avait faite aussi, c'est Jack Lang. Ouais. En fait, quand vous analysez aujourd'hui le monde des médias et la presse,
vous apercevez que finalement, tout le monde fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous soyez un quotidien, que vous soyez un hebdomadaire, que vous soyez un mensuel, que vous soyez un blog, finalement, tout le monde fait la même chose. Que vous soyez un magazine People, que vous soyez un magazine d'information générale, tout le monde fait exactement la même chose. Les réseaux sociaux et l'arrivée sur Internet des médias a normalisé tout le monde. Et donc, il n'y a plus de médias, finalement, ou d'émetteurs plus importants qu'un autre. Ce qui a changé. Il n'y a plus de sens de valeur. Non, parce que en fait, aujourd'hui, vous êtes un ministre, vous donnez une interview à un blogueur, à un blogueur ou à l'Express, vous allez peut-être même avoir plus d'impact avec l'interview du blogueur que tous les autres médias vont avoir envie de reprendre, alors qu'ils auront moins envie de reprendre l'interview de l'Express. Donc voilà, c'est un bouleversement, c'est sûr. Lundi dernier, la matinale de TF1 Bonjour démarrait, venant affronter celle de France 2, installée depuis plus de 30 ans, Télématin, avec un joli coup, on en avait parlé, un encouragement de William Lémergie en direct sur TF1 pour la première. Marie Portolano et Thomas Soto, les actuels présentateurs de Télématin, ont moyennement apprécié. Moi, je me suis dit, il doit détester notre duo. Il ne doit pas aimer ce qu'on fait. Non, je plaisante. Mais c'était surprenant de le voir là. C'est vrai que c'était surprenant. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de la part de TF1 et que c'était pas forcément une bonne idée de sa part d'accepter. Ça faisait un peu... c'était pour le mec qui a créé Télématin, qui est quand même à l'origine de ce succès qu'est Télématin. Je trouve que du point de vue de TF1, c'était drôle. Sincèrement, j'aurais voulu y penser. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on y aurait pensé? Ils devaient être contents, oui. Ouais, mais c'est malin, c'est malin, c'est rigolo. C'est rigolo, voilà. Après, lui, peut-être qu'il aurait pu s'abstenir. C'était dans quelle époque sur France 2? Pourquoi ce petit clin d'œil? Non, parce que je suis d'accord. Enfin, après. Oui, mais en même temps, est-ce qu'ils ont écouté? Parce que moi, il se trouve que j'ai regardé cette première. Et donc, quand William a fait son interview, et que TF1 notamment, enfin Bruce Toussaint lui a demandé, mais est-ce que vous serez un de nos fidèles téléspectateurs? Il a dit qu'il resterait fidèle. Il a dit non, ma fidélité, elle va à Télématin, à l'équipe de Télématin. Donc je les trouve un peu durs. Oui, parce qu'en plus, c'était une bonne idée d'appeler celui qui est le père des matinales. Quoi. Je reviens un peu sur ma décision. Parce que je n'avais pas entendu. Ça, c'est du Valérie Expert. Mais est-ce que ça vous a plu, la matinale de TF1 ? Moi, j'ai trouvé ça plutôt... Alors, au début, c'était un peu compliqué. Je pense que la première demi-heure, ils ont eu beaucoup de mal. C'était un peu... vous l'avez ressenti comme ça. Ouais, c'était convenu. C'était pas fluide. C'était un peu compliqué. Et puis, j'ai trouvé que finalement, ça avait pris une tournure assez rapidement, d'ailleurs, pendant l'émission. Je ne l'ai pas beaucoup regardé depuis, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'ils avaient trouvé un style. Il faut leur laisser le temps de s'installer. On recevra la semaine prochaine Bruce Toussaint, d'ailleurs. Il y a des soldes heureuses et des soldes malheureuses, Valérie. Dans le 20h de France 2, on a appris que Gosport était en liquidation judiciaire. Et du coup, il y a des soldes impressionnantes avant fermeture. Liquidation totale avant la disparition de l'enseigne Gosport. Moins 30% sur les vélos, 40% pour les raquettes de tennis et jusqu'à moins 60% sur certains articles. Des offres alléchantes pour Hassan Milal, père de famille. Ouais, c'est intéressant, moins 30, moins 40%. Ça tombe bien, elle a besoin d'un maillot de bain. On fait une économie de 7-8 euros. Des rayons bradés, dévalisés par des clients qui achètent en masse. J'ai même acheté jusqu'à 600-700 euros d'articles, pas que pour moi, pour des amis également. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant financièrement en ce moment. Si vous voulez acheter un survêtement, c'est le moment, Valérie. Vous avez été secrétaire d'État, Frédéric Lefebvre, à la consommation. Enfin, entre autres, c'était un ministère beaucoup plus large. Mais vous aviez beaucoup traité, je me souviens, je vous avais reçu à l'époque de nombreuses fois sur LCI, de consommation. Aujourd'hui, il n'y a plus de secrétaire d'État à la consommation en titre. C'est dommage. Écoutez, en tout cas, ce qui m'a amusé, c'est que il y a 7-8 mois, un certain nombre de vos confrères, mais d'Espagne, m'ont tous appelé parce que le gouvernement espagnol avait repris le panier des essentiels que j'avais lancé à l'époque, qui avait été un parcours du combattant, parce qu'en fait, il y a une caractéristique dans ce monde de la grande distribution, c'est qu'ils se font tellement concurrence les uns les autres qu'ils n'ont aucune envie qu'on normalise finalement ce qu'ils offrent aux consommateurs. Mais moi, je crois beaucoup à cette idée. Je pense que elle aurait tout intérêt à revenir assez vite, puisqu'en fait, c'était à la fois en travaillant les produits de saison et les circuits courts, des prix qui étaient finalement abordables pour les consommateurs, et avec l'obligation dans ce panier de mettre par catégorie de produits des produits finalement bons pour la santé, donc équilibrés. Et je pense que c'est ce qui manque. Et il faut à la fois travailler sur le prix,
mais il faut travailler sur la qualité des produits et sur la santé des Français et la santé des enfants notamment. Mais c'est vrai que vous aviez fait des choses et qu'on entendait parler des consommateurs, de la consommation à l'époque, et qu'aujourd'hui c'est un peu... Et vous savez, dans PIF, il y a un combat que nous menons d'ailleurs sur la question de la bonne nutrition, avec un chef qui a souvent été surnommé le chef des enfants, qui s'appelle Olivier Chaput. Ah mais oui, ça, je l'ai vu ça. Et qui a été sur Gulli longtemps. Absolument. Et on a un combat, en fait, qui est des cours de cuisine à l'école. Ah bah c'est mon combat aussi, donc on en parlera. On peut en parler. Je trouve que c'est essentiel. C'est absolument essentiel, parce que moi je vois, qui ai, en plus, vous le savez, quelques racines américaines et qui ai eu des responsabilités pour les Français des États-Unis et du Canada. Je connais bien les États-Unis depuis très longtemps. Et malheureusement, je vois un certain nombre de dérives que je voyais il y a 20 ans ou 25 ans aux États-Unis arriver en France, quand vous avez un tiers des enfants qui aujourd'hui sont en obésité. Je sais qu'ils adorent les frites, mais ils ne sont pas capables de dire que les frites viennent de la pomme de terre. Ouais, et ça, c'est en France. Le poisson carré. Je trouve que les frites, c'est encore. C'est le plus impressionnant. Il y avait eu le chocolat il y a quelques années aussi. D'où vient le chocolat ils étaient incapables de répondre. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Et je pense que c'est sain pour tout le monde, en fait. Pour la planète, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos enfants. Il y a un auditeur qui nous dit quel souvenir. Alors là, pardon, je fais une parenthèse sur PIF, mais je le lis au moment où il arrive. J'ai testé le premier numéro avec le sapin, qui vit désormais en Belgique chez des amis dans un parc, après avoir vécu 2 ans en banlieue parisienne sur une fenêtre. Par contre, je suis un peu perdu avec les dates de parution et j'ai pas reconnu le PIF et Hercule de mon enfance. Alors ça, c'est assez amusant, parce qu'effectivement, je sais pas quel âge a votre auditeur, je ne sais pas. Mais ce qui est assez impressionnant... Le premier PIF... non, mais en fait, il y a eu 16 dessinateurs de PIF. Il y en a eu plus que ça même. Mais il y en a eu 16 qui ont marqué un peu. C'est Arnal le premier, c'est ça ? C'est Arnal le premier, c'est lui qui l'a créé il y a 75 ans. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, suivant l'âge de vos auditeurs, on a chacun notre PIF, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai quand on regarde, c'est un vrai sujet. Moi, c'est plutôt le PIF de Louis XV qui était celui qui a baigné mon enfance. Mais il y en a, c'était Roger Masse, il y en a même qui ont connu Arnal. Il y en a pour qui c'est Cavazzano, donc beaucoup plus récent. Il y en a pour qui c'est encore plus récent. Parce que vous allez sortir c'est en kiosque, les aventures de Pif le chien, le vintage, et on voit effectivement que la tête de Pif n'est pas tout à fait la même. Non, c'est vrai. Voilà, je referme la parenthèse dans le zapping. Mais c'est votre émission, madame. Cette semaine, les Enfoirés sont en tournage de la soirée des Enfoirés, qui fête cette année leurs 35 ans. Vous imaginez, 35 ans que Coluche a lancé cette opération des Enfoirés, et leur hymne a été révélé ce matin, le nouvel hymne des 35 ans. C'est une chanson écrite par Patrick Bruel, ça s'appelle Jusqu'au dernier. On a tout essayé, ou presque encore, allez. Alors on va crier qu'on reste, nous on reste jusqu'au dernier. On va tout essayer, on reste. Vous n'avez pas critiqué les Enfoirés, Valérie ? Non, moi, c'est effectivement 35 ans, ça pose question. On se retrouve dans un instant avec Frédéric Lefebvre pour parler de Pif Gadget. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gant. Transport en commun. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Frédéric Lefebvre. Alors son nom vous dit certainement quelque chose. Il a été député, vous avez également été secrétaire d'État, on le disait, au commerce, à l'artisanat, aux entreprises, et puis vous avez quitté le monde de la politique. Il ne vous manque pas, ce monde ? Non, franchement non. Je suis très heureux aujourd'hui. J'ai l'impression de faire d'ailleurs d'une certaine manière de la politique. On parlait du combat par exemple pour les cours de cuisine à l'école. Mais d'une manière plus citoyenne, et je trouve ça finalement parfois plus efficace. Plus concret et plus efficace. Vous l'avez trouvé dur, ce monde ? Ah oui, il est d'une violence inouïe, ce monde. J'ai jamais d'ailleurs considéré que c'était mon monde. Beaucoup des gens qui me connaissent bien le savent. D'ailleurs, tout le monde notait à l'époque que je tranchais, y compris physiquement par rapport à ce monde, parce que j'avais les cheveux longs, C'était une manière de ne pas lui ressembler à ce monde, dans lequel je suis tombé tout petit finalement.
avec un grand monsieur très élégant et élégant à tout point de vue, qui était Chaban, qui m'a appris à l'époque que si on voulait transformer les choses, changer les choses, il fallait additionner les différences plutôt que de les gommer. Ce qui explique que j'ai jamais été centriste, mais qu'en même temps, j'ai toujours eu d'excellentes relations avec les gens de droite et les gens de gauche. Et puis, ensuite, je suis rentré dans un parcours politique avec tout ce que ça comporte de trahison. Trahison, non, moi d'engagement, franchement, aussi, trahison, oui, parce que j'ai le sentiment parfois d'avoir été trahi, moi. Ou que les idées pour lesquelles je me battais ont été trahies. Mais c'est surtout d'une violence inouïe, on m'a demandé parfois de faire des choses qui n'étaient pas ma nature, donc j'ai été contre ma nature. J'en ai souffert, y compris sur le plan santé. Ouais. Et donc, pour ça que je ne regrette pas ce monde. Mais je ne regrette pas non plus d'avoir fait tout ce que j'ai fait. C'était passionnant. Valérie faisait référence à l'instant à ces heures où j'étais au gouvernement. Quand j'ai lancé la fête de la gastronomie, par exemple, qui est quand même quelque chose, c'est d'assez drôle d'ailleurs, parce que les gouvernements ensuite l'ont supprimé. Mais finalement, les collectivités locales continuent de les maintenir, toujours aux mêmes dates. Je me souviens de ça, effectivement. Parce que ce sont des choses. C'est ça qui est dommage en politique, c'est quand il y a des choses positives et pourquoi les gouvernements successifs les là, je après. voyais, ça m'a frappé. C'est Bruno Le Maire qui a annoncé, à juste titre d'ailleurs, qu'il voulait lancer une grande vague de simplification pour les entreprises. Ouais, ce serait pas mal. Moi, j'avais pris ce problème à bras le corps. Et puis, vous le dites très bien, un gouvernement, par définition, ça dure pas toute la vie. Donc, quand on a quelqu'un qui nous succède, ça part un peu aux oubliettes. Et puis, j'avais, moi, à l'époque, mis en place un tableau de bord avec feu vert, feu rouge. C'est-à-dire qu'on avait mis en place des mesures qui n'étaient pas du tout populaires du côté de l'administration. Et en fait, j'obligeais l'administration à nous dire où elle en était. Et évidemment, ils détestent avoir un instrument de mesure. Et donc, la première chose qu'ils ont faite quand j'étais plus au gouvernement, c'est qu'ils ont supprimé cet outil. Donc je pense que Bruno Le Maire serait bien inspiré de le remettre en place, parce que c'est le seul moyen en réalité d'obtenir des résultats. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'administration française n'a aucune envie de simplifier la vie des entreprises, elle a plutôt envie de se simplifier sa vie à elle. Ouais. Et c'est une vraie complexité pour les entreprises quand on écoute les entrepreneurs. Donc vous avez repris Prif Gadget. Gilles m'a coupé dans mon lancement. Mais si, c'était passionnant. Vous avez repris Prif Gadget. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé. Vous écrivez, vous avez publié Le Perchoir Rubis de la Ceste à Nestor Burma. Vous avez fait ça pendant le confinement. Donc je me suis régalé. Je pense que les passionnés de politique s'amuseront. D'abord, Nestor Burma, c'est un héros mais là, ça se passe dans le monde. Guy Marchand nous a quittés. Je parlais de Louis Cans tout à l'heure, c'est la même chose. Ce dessinateur mythique de Pif vient de nous quitter aussi. Ça, c'est le cycle de la vie. Mais c'est vrai que Nestor Burma, je me suis régalé. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Donc pendant le Covid. Donc on peut le commander dans les librairies, évidemment. Oui, tout à fait. Pif, alors comment vous êtes passé à Pif? Peut-être rappeler pour nos auditeurs comment on passe de la polémique à racheter un journal. D'abord, vous avez un certain nombre d'entre vous ont écrit quand je faisais de la politique sur des choses que j'avais pu confier à certains de vos confrères, qui étaient que à 50 ans, je voulais arrêter la politique pour des raisons qui étaient très personnelles, et y compris d'ailleurs qui correspondent à la vie, puisque moi j'ai un grand-père qui a fait mon admiration, mais qui nous a quittés d'une mort brutale à l'âge de 50 ans. Donc je ne sais pas pourquoi, c'était un élément qui construisait en fait mon parcours. Et puis finalement j'ai arrêté un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, 5-6 ans plus tard. Et quand vous avez quelque chose d'aussi puissant que la politique, puisque la politique, vous le dites souvent les uns et les autres, et c'est une forme de drogue en fait, parce que quand il y a un tel rythme, une telle passion, il faut trouver quelque chose qui vous passionne. Et il se trouve que moi, un peu comme tout à l'heure, je souriais en vous écoutant raconter vos souvenirs de lecteur de Pif. Il se trouve que moi, j'étais un jeune lecteur de Pif, abonné chez ma grand-mère en cachette. Parce que j'ai un père qui voulait pas que je lise Pif. Incroyable, parce que c'était communiste. Parce que ça finançait le parti communiste, donc j'avais interdiction
de le lire. Et j'avais un garçon qui s'appelait Daniel, qui était un des cadres du club de foot, qui lui vendait l'UMA dimanche et qui avait accepté, alors que j'étais pas grand, hein, qui avait accepté de m'abonner en cachette avec ma grand-mère de mes parents. Et donc c'est une forme pour moi de retour à l'enfance. Et le journal était à vendre. Le journal, à un moment, il a arrêté de paraître à un moment. Oui, il a arrêté de paraître. En fait, le pif gadget qu'on a connu, dont on parlait les uns et les autres tout à l'heure, il s'est arrêté en fait en 1993. Et puis ensuite, il y a eu des tentatives de relance. Il y en a eu plusieurs qui n'ont jamais duré bien longtemps. Elles ont souvent pas dépassé les 2 ans. Et dans ces tentatives de relance où le magazine est devenu mensuel, puis trimestriel, il y avait voilà, parfois des choses qui me plaisaient plus ou moins en fait. Et donc en fait, de manière assez naturelle, quand j'ai vu une tentative de relance en 2018 qui me plaisait pas du tout. Et donc j'ai bien évidemment identifié que du coup pourquoi il y avait eu des échecs il y avait des échecs de relance et comme l'humanité à l'époque a dû valoriser des actifs qui étaient dormants en fait, c'est là que j'ai pu négocier la licence avec eux et donc je suis très heureux aujourd'hui puisque finalement c'est une belle aventure, ça fait 3 ans. On vient de changer la formule. C'est un trimestriel. C'est un trimestriel. On est revenu, on écoute beaucoup nos lecteurs évidemment, hein. Donc on vient de changer, on a une nouvelle formule pour fêter ces 3 ans, donc j'invite tous ceux qui avaient découvert il y a 3 ans le numéro 1, y compris le lecteur, auditeur qui faisait ses remarques tout à l'heure sur PIF. Il est de 66, donc voilà, il va retrouver du coup le journal des jeux qui était absolument. Quelque chose là il y a l'ordinapif, donc PIF et son gadget. Ouais. C'était l'ordinapif, c'est en fait une sorte de machine à calculer. Et c'était un gadget d'il y a 50 ans exactement. Ah oui, incroyable. Ouais, dans les débuts de la période rouge de PIF, une des périodes les plus nobles, entre guillemets, de PIF, qui sont les très très grands succès de PIF Gadget, hein, puisque ça se vendait à l'époque, c'était chaque semaine, et puis ça se vendait entre 500 000 et 1 million d'exemplaires. Quel est votre gadget inoubliable pour vous Les poissoteurs. Comme la plupart des gens, les poissoteurs. De Proust. Ça a été incroyable, ça. On les avait tous, on les avait dans la main, et puis tout d'un coup, quand la chaleur arrivait, ça sautait partout. Alors, un auditeur me dit surtout, les normes pour les gadgets ont dû changer, on pourrait plus vendre les poissoteurs de nos jours. Oui, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, en même temps, c'est un nuisible. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que la défense des animaux classiques, mais c'est vrai que les normes ont changé. Et que, y compris d'ailleurs de temps en temps, on a des auditeurs et des lecteurs nostalgiques qui nous disent mais quand est-ce que vous revenez au plastique, que vous nous remettez les... Et en fait... J'avais une petite boîte où je faisais disparaître une pièce. Oui, hop, je fermais la boîte et puis bim, il n'y avait plus la pièce. J'adorais. Ça, on a ressorti ce gadget. Mais non. C'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. On a un magicien en fait, il s'appelle Dan le magicien, qui travaille avec nous des gadgets et des tours de magie. Et on a réadapté en carton solide cette petite boîte qui était en plastique à l'époque. Absolument. Et ça a fait le bonheur de nos lecteurs. Et on essaye comme ça souvent de faire des petits clins d'yeux à des gadgets. Des gadgets anciens. Voilà, anciens, en essayant de les réadapter. Là, l'ordinapif, par exemple, ce qui change, c'est un peu le visuel. Parce que le visuel de l'ancien, on le retrouve d'ailleurs dans le magazine aussi, mais il était un peu, il était plus adapté à aujourd'hui. Puis vous savez, les goûts des enfants ont changé. Mais ce qui est important, c'est que ce gadget, l'ordinapif, il vient pas là comme ça. Il y a une femme formidable qui s'appelle Nathalie Sayac, qui est une professeure d'université, qui est une chercheuse, qui travaille beaucoup sur les maths chez les enfants. Elle a écrit notamment sur les petites filles de 7 ans et les maths. Vous voyez, c'est très pointu. Elle a sorti des livres. Et donc, elle accompagne ce magazine spécial maths, en fait, avec des problèmes de maths qui sont posés aux enfants, mais de manière ludique. Plus ludique, oui. Et puis, cet ordinapif, il permet à un moment où tous les enfants ont des smartphones, et puis ils savent même plus finalement comment on fait les calculs, les divisions, les multiplications, les soustractions. Et là, grâce à cet ordinapif, ils peuvent redécouvrir finalement ce cheminement du calcul. Donc c'est un peu l'objectif que nous nous fixons. C'est-à-dire que, par exemple, quand
quand Pesquet était, vous savez, dans l'ISS, avec le CNRS, il avait emmené notamment un blob. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'était pour le faire évoluer. Et il y avait tout d'un coup une sorte de commerce du blob qui s'est développé sur Internet, avec des gens qui vendaient très cher d'ailleurs des blobs. Ouais. Et nous, on a à l'intérieur du magazine, avec une chercheuse du CNRS, fait un dossier où elle expliquait comment trouver son propre blob dans la forêt, ou comment le faire naître chez soi. Et c'est amusant parce que c'est ce qui nous a donné l'idée ensuite d'un très gros projet qu'on est en train de monter qui s'appelle Alpha Science, avec beaucoup d'acteurs, de l'immersif, Oui, parce qu'il faut s'adapter. Vous avez développé aussi des vidéos. Il y a des vidéos. Donc, et puis il y a toujours eu de la science dans Pif Gadget. C'est vraiment l'ADN de Pif. Et on veut renouer avec ça pour une raison simple, c'est que, vous savez, on est dans un pays aujourd'hui où les jeunes ne se tournent plus, malheureusement, vers l'innovation et la science. Ouais. Et c'est une des problématiques terribles pour la relance de notre industrie, puisque toutes les industries françaises aujourd'hui ont un mal de chien, pour pas dire de pif, à trouver des ingénieurs et des gens des techniciens de l'innovation. Et donc, on se fixe comme mission d'essayer, comme c'était le cas dans les années 80, de réintéresser toute une nouvelle génération à ces métiers. Et c'est un beau challenge. Et donc, par exemple, quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby, c'était le numéro précédent, on a Antoine Dupont qui s'est prêté au jeu avec nous sur le rugby et la science, et un professeur de Polytechnique, il s'appelle le professeur Jérôme Pérez, qui est un astrophysicien très connu, qui avait fait des travaux sur rugby et sciences, et sur notamment le coup de pied du rugby, la trajectoire du ballon. Comment il y a un auditeur qui me dit, ça m'a donné le goût de la science, et c'est vrai que ça a permis ma vocation d'ingénieur. C'est fou. Hein. On va marquer une pause. Il y a des pages télé aussi. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média. Alors, on a gardé Frédéric Lefebvre avec nous. Il y a une tonne de questions, Frédéric, sur Pif Gadget. Pif ne laisse pas indifférent. Non, il ne laisse pas indifférent. Donc, il y a, je le disais, les aventures, le Pif Vintage, où là, vous allez retrouver le dessin original. Il est en kiosque. Il est en kiosque. Il y a le hors-série dans lequel il y avait l'interview de. Alors, ça, on peut le trouver sur le site, puisqu'il n'est plus en kiosque. C'était celui qui a fêté les 75 ans en mars dernier. Et il y a un hors-série spécial Arnal qui arrive là. Et puis il y a la pochette surprise. Oui, alors ça, tout le monde adore. C'est quoi? Il y a plein de choses. Par définition, c'est une pochette surprise. Donc au dos, il y a un exemple de tout ce qu'il peut y avoir dans la pochette surprise. Un des gloops d'or avec des super lots, ou plusieurs pifs vintage. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. En fait, c'est toujours d'une valeur d'environ 30 € et c'est en vente à 11,90 €. Ça, c'est sur le site pifgadget.fr. Vous auriez imaginé une telle déflagration de l'interview d'Emmanuel Macron en disant Pif Gadget, mais alors là, c'est quand même une interview du bas du bas. Alors ce que je trouve formidable, c'était ça quand même, c'était très violent. C'était violent, mais vous savez, on est dans un monde où la polémique, voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron à plusieurs reprises a donné des interviews. Sur des radios avec des jeunes lecteurs de presse enfants. Mais le fait qu'on mélange Emmanuel Macron et Pif, qui est explosif. Voilà, ça a créé cette explosion. Mais c'était plutôt amusant finalement, ça a fait sourire beaucoup. Et puis ça a fait parler de D'abord, Pif. Ça a fait parler de Pif, ça a fait sourire nos lecteurs. Et puis, il était en bonne compagnie, puisqu'il y avait Fabien Gay, le sénateur communiste, rédacteur en chef de l'Humanité, qui était interviewé dans le même magazine. Ouais. Alors, nous a rejoint Marion Joseph. Bonjour, vous êtes rédactrice en chef du magazine Astrapi. Donc, on reste dans la presse jeunesse. Avec le groupe Bayard. Avec le groupe Bayard, évidemment. Et puis, beaucoup de choses. Justement, on parlait de science et de réintéresser les enfants à la science. Astrapi, ça parle beaucoup aussi de sciences, de nature, mais là vous vous êtes intéressé à l'information, en particulier avec nos amis de France Info TV et avec nos amis de France Info tout court. J'apprends l'info, un grand programme d'éducation à l'information à destination des scolaires. Il y a une opération Tu dis stop.
contre le harcèlement. Racontez-nous un petit peu comment Astrapi s'est engagé dans cette voie-là. Alors, Astrapi et Bayard Jeunesse, l'éducation aux médias, ça fait partie de nos fondamentaux. Et évidemment, de plus en plus, étant donné la masse d'informations auxquelles les enfants sont confrontés. On pourrait un peu parler de jungle d'infos. Et nous, on a toujours pensé, et on pense encore plus maintenant, qu'il y a pas d'âge en fait pour décrypter l'info auprès des enfants. La question, c'est la façon dont on va leur en parler. Et alors, comment on fait pour pas être rébarbatif et pour justement leur donner envie ou leur faire comprendre qu'il y a des choses à comprendre justement? Alors, en fait, Astrapi et France Info, on a un podcast qui s'appelle Salut l'info. C'est un podcast hebdomadaire qui est aussi derrière le programme à destination des classes J'apprends l'info qui a été lancé. Et donc ce podcast hebdo, il accompagne les enfants dans leur actualité. C'est vraiment l'actualité à hauteur d'enfant. Alors pour nous l'actualité justement, pour nous l'actualité à hauteur d'enfant, il y a deux grandes dimensions. Il y a une première dimension qui est de les aider à comprendre en fait les mots qu'ils vont entendre, même les polémiques, vous en parliez à l'instant, qu'ils peuvent entendre sans forcément s'y retrouver. Donc les mots de l'actu. On voit par exemple sur les différentes guerres malheureusement qui ont lieu en ce moment, qu'elles arrivent beaucoup dans les cours de récré, qu'il y a beaucoup d'échanges autour de l'Ukraine, autour du Moyen-Orient, etc. Mais ça va être transformé, ça va être des petites bribes comme ça à droite à gauche. T'es pour la Russie ou t'es pour l'Ukraine, t'es pour voilà, c'est comme ça que ça se passe concrètement. Donc on va leur donner des billes pour essayer de comprendre les mots. Par exemple cette semaine dans un autre registre, on leur explique tout simplement à quoi sert un Premier ministre, voilà. Donc il y a cette tension-là. Et puis l'actualité à hauteur d'enfant, c'est toute l'actualité des enfants. Donc ça peut être aussi, la semaine dernière, on avait un dossier sur comment la galette des rois, l'histoire de la fève, etc. Et le principe, en fait, c'est que dans un même épisode, on va les ouvrir à différentes dimensions, parce que tout ça, c'est leur actualité, en fait. Nous, on voit pas d'opposition à leur expliquer à quoi sert un Premier ministre. Et puis dans le même, parce qu'il y a toujours un enfant qui commente l'actualité avec nous dans le podcast. Et il y a aussi des blagues d'enfants que les enfants laissent sur nos répondeurs. Ils sont tout contents quand ils entendent leurs blagues. Et nous, on voit aucune opposition entre les deux, et les enfants non plus n'en voient pas, et c'est ce qui permet, pour répondre plus précisément à votre question, qu'ils aient envie d'écouter, et ils y trouvent leur compte à différents niveaux. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus des mini-adultes, les enfants, aujourd'hui, par rapport à notre époque? On était peut-être plus innocents, on s'amusait plus. Est-ce qu'on n'en a pas fait des mini-adultes? Non, je dirais pas ça, parce que nous, à Astrapi, qui est un magazine, on l'appelle justement le magazine copain, enfin on le surnomme entre nous le magazine copain, ou le magazine qui se lit avec la tête et les mains, et c'est le cas parce qu'il y a beaucoup de jeux, de maquettes, etc., pour aller apprendre autour de la science, de l'histoire de la nature, etc. Et là, on parle complètement à l'enfant dans ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, à savoir justement, vous parlez de cette capacité d'émerveillement, vous parliez de donc tout ça, c'est vraiment important, et ça n'a pas, à mon sens, changé. Et nous, on est beaucoup dans les écoles et on continue à observer cette capacité d'émerveillement, de s'amuser, d'humour, etc. Et comme je vous disais, c'est pas du tout incompatible pour nous avec le fait justement de leur donner des billes pour comprendre la jungle d'infos dans laquelle ils doivent se débrouiller. Il y a un auditeur qui me dit on a besoin de tous ces médias jeunesse au lieu des tablettes. Et c'est vrai qu'en même temps, je pense à Frédéric Lefebvre et à vous développez avec des médias. C'est-à-dire que le papier aujourd'hui ne se suffit peut-être pas. Peut-être un mot, Frédéric, là-dessus. C'est sûr. Le papier seul, d'abord, n'est plus adapté au mode de consommation de la presse et des médias. Pas plus chez les adultes que chez les enfants, d'ailleurs. Et puis, de surcroît, c'est une presse qui a vécu beaucoup de difficultés, la presse papier, puisque entre la crise de l'énergie, la crise du papier due à tous les événements qu'on connaît, la guerre, et toute la presse a connu des périodes difficiles. Donc c'est presque vital, à la fois parce que ça correspond au mode de consommation d'aujourd'hui, et donc aux attentes de nos lecteurs, et en même temps parce que économiquement, c'est essentiel. De rentrer dans des logiques 360. Et en fait, ce qui est passionnant, je rebondis un peu sur ce que vous disiez à l'instant, mais c'est essentiel aujourd'hui d'armer les enfants à affronter ce que malheureusement, y compris les adultes, ont du mal à affronter. C'est cette désinformation permanente qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, avec du complotisme, et donc c'est vraiment faire œuvre utile
quand on s'adresse aux jeunes enfants. Je sais pas, Astrapi. Moi, j'ai lu Astrapi aussi quand j'étais enfant. Beaucoup d'auditeurs comme Pif nous disent « Ah, j'allais à la bibliothèque pour le lire ». J'ai plus en mémoire. Astrapi, c'est quel âge en fait? 7-11 ans. 7-11 ans, voilà. Et donc, et Okapi, c'est la tranche d'après. Tout à fait, voilà, exactement. c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ce qui est amusant, nous, par exemple, dans l'interview qu'ont fait nos petits journalistes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, nos jeunes lecteurs, dans l'interview qui a été faite du président de la République, ça allait de 7 à 17 ans. Et ils étaient tous ensemble et ils posaient des questions. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on parlait de la polémique, mais une des raisons pour lesquelles il y a eu une polémique, c'est que la presse a voulu en faire une polémique. Les médias ont voulu en faire une polémique. L'AFP a sorti une dépêche, qui était une question d'ailleurs d'une jeune fille de 13 ou 14 ans, sur la réforme des retraites. Et du coup, l'ensemble de la presse a traité cette information, pas du tout comme si c'était une question d'une enfant de 13 ans, mais comme si finalement, une enfant avait eu le courage, il y a eu des éditos d'ailleurs assez amusants, y compris dans la presse communiste, qui disait il a fallu qu'il y ait Pif et une lectrice de Pif de 13 ans pour que, enfin, quelqu'un ose poser la question au président de la République. Donc voilà, on vit dans un monde qui de toute façon rend indispensable cette éducation des enfants à la presse, aux journaux, aux médias, à la télé, à décrypter l'information. Marion-Joseph. Ouais, tout à fait. Et pour répondre à votre question sur la diversification, papier. Diversification, évidemment, pour armer les enfants face à tout ça, les deux sont complémentaires pour nous. C'est-à-dire, Bayard Jeunesse aujourd'hui, c'est quand même un nombre impressionnant de lecteurs, plus de 6 millions par. Ça continue. Il y a pas de. Le magazine résiste très bien. Astrapi résiste très bien, notamment parce que pour donner un exemple concret de complémentarité, pour construire une maquette de château fort, ou pour faire un petit livret d'écriture autour de l'histoire de l'écriture, comme on fait dans notre numéro en kiosque cette semaine, là, le papier, c'est indispensable. C'est indispensable. Pour aller les aider de façon hebdomadaire à décrypter l'info, le podcast et le numérique. Bon, en l'occurrence, là, c'est pas de l'écran, mais voilà, c'est indispensable aussi. Donc, nous aussi, on est dans cette logique, évidemment, de complémentarité. Est-ce que vous arrivez à pénétrer les jeunes qui ne lisent pas forcément, je parle pas forcément des banlieues, mais des gens qui n'ont pas forcément d'argent? Est-ce qu'il y a une certaine élite qui lise Astrapi, ou finalement vous arrivez à atteindre des couches sociales où la lecture n'est peut-être pas dans le foyer familial? Vous comprenez ma question? Oui, tout à fait, bien sûr. Et c'est une de nos préoccupations, évidemment. Alors on est très 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 présent dans tout ce qui est dans les médiathèques, dans les écoles aussi. On intervient nous aussi beaucoup pour faire de l'éducation aux médias dans les écoles. Donc voilà, bien sûr on touche un large public, et puis par le podcast aussi. Et là donc vous parlez du programme télé. J'apprends l'info. C'est un programme à destination des classes avec des webinaires. Donc là par exemple, 40 000 enfants. Plus de 40 000 enfants effectivement la semaine dernière, jeudi dernier, qui étaient en ligne pour suivre un webinaire justement. Alors là c'était sur les super pouvoirs des images, en l'occurrence pour Astrapi. Donc apprendre un petit peu à voir comment. Donc ils avaient un grand quiz en ligne. Donc toutes les classes, il y avait du monde en présentiel et puis aussi dans les classes. Essayer de voir par exemple comment une photo d'une vache avec des cornes énormes, ça peut être vrai, parce qu'il y a des choses parfois incroyables mais vraies. Et puis par contre une photo de Emmanuel Macron, je prends cet exemple, il y en avait d'autres dans le webinaire, mais parce que beaucoup de gens le connaissent. Emmanuel Macron en train de s'occuper avec son gilet des poubelles. Évidemment, c'est pas possible. Et donc du coup, c'est vraiment les aider, et ça c'est très important pour nous aussi, à éveiller leur esprit critique. Et c'est pas leur dire c'est aussi leur donner des infos évidemment vérifier, etc. Mais c'est aussi leur expliquer comment, d'où vient l'info. Il y a aussi, on vous parlait de science tout à l'heure, un grand effort à faire par rapport à la science, et leur expliquer d'où ça vient la science, pourquoi en fait quand on croit un scientifique, pourquoi on le croit en fait, comment tout ça se construit, et puis leur apprendre les bons réflexes à avoir face à l'info. C'est-à-dire est-ce que ça c'est possible, si je suis pas sûre, je partage pas, voilà. Parfois même pour nous c'est compliqué de faire. Voilà, parfois même pour nous c'est compliqué. Vous parlez de mini-adultes, mais en fait du coup voilà, c'est essayer de façon ludique
d'éveiller, de faire des petites étincelles qui font que peut-être face à une information plus tard ou dès maintenant, ils vont avoir les bons réflexes. La campagne Tu dis stop, elle est importante. Alors, ça aussi, va être sur toutes les chaînes, Valérie, à partir de la semaine prochaine. Oui, évidemment, c'est important. Un des grands piliers de Bayard Jeunesse, c'est la prévention, et notamment sur ce sujet-là des violences sexuelles. Donc, on a déjà fait 3 livrets pour les différentes tranches d'âge autour de ça. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est à hauteur d'enfant, c'est-à-dire l'idée, évidemment, on fait ça avec des psychologues, et de savoir comment aborder ces sujets avec eux pour qu'ils puissent, si malheureusement ils sont confrontés ou des amis, etc., avoir encore une fois les bons réflexes. C'est le 116, c'est ça? Pardon? Il y a un téléphone qui est mis en place à l'occasion de cette campagne. Je crois que c'est le 116, connais 116, je le dirai demain, je vérifierai. Merci. La presse jeunesse, c'est important, même dès le premier âge. Vous avez aussi des numéros, c'est lequel chez vous on commence par Poppy. Poppy, voilà, Poppy. Mais mettez très vite des journaux dans les mains de vos enfants, des petits, ça les incite à lire et à toucher le papier. Donc, des BD. Et des BD. Voilà. Aussi. Les BD aussi. Vous savez que nous, on est aujourd'hui on a 84 pages. Ouais. On a plus de 44 pages de BD, avec quelques rééditions, bien sûr, mais beaucoup de nouveaux auteurs. Ouais. Ça, et parfois, d'ailleurs, des auteurs qui émergent, parfois très très jeunes, qui émergent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, à qui on donne leur chance. Et donc, c'est ce bouillonnement, en fait, qu'on voit dans la presse jeunesse, que finalement, on ne retrouve pas toujours, moi qui suis un grand lecteur de presse, qu'on ne retrouve pas toujours, ou plus toujours, dans la presse adulte. Et pourtant, cherchez l'erreur, il y a une presse qui est considérablement aidée par les pouvoirs publics, qui est soi-disant la presse politique, d'opinion, d'information, et une presse qui, elle, ne reçoit absolument aucune aide, qui est la presse jeunesse. Et quand on voit l'utilité aujourd'hui de la presse jeunesse, y compris d'ailleurs sur la question de l'information, de l'éducation à la formation, je pense que ça fait partie des grands chantiers qui devraient être mis sur la table. Et je rejoins sur la BD, en tout cas, toute forme de lecture. Bien sûr. Vous parliez, vous disiez, nous, on commence par Poppy, on va finir, pour ce qui est de la jeunesse, par Phosphore, à tous les âges, du moment qu'on va découvrir le plaisir, l'intérêt de cette lecture, de la découverte. Voilà, c'est ça qui est important. Et le cinéma. Aussi. Virginie Efira. Non, mais je le dis parce que on a nos petits journalistes, vous l'avez vu, et les gens peuvent le voir sur pifgadget.fr. Nos petits journalistes ont interviewé Virginie Efira et le réalisateur de Kina et Youk. Absolument. Renard de la banquise. Et franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, quel que soit leur âge, surtout les tranches d'âge dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire les 7-15 ans, on va dire. Mais courez voir ce film qui est absolument magnifique. Bon, voilà. Vous m'abonnerez une grand-mère me dit le meilleur cadeau des grand-mères, Astrapi et un lien super. Donc voilà, c'est la meilleure conclusion. Astrapi. Merci à cette grand-mère. Voilà. Et donc Frédéric Lefebvre avec Pif Gadget trimestriel. On espère que ça reviendra plus régulièrement. On a des projets. Vous viendrez nous en reparler. On pourrait devenir quinzomadaire. Merci à vous. Tout de suite les débats. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui mettent toujours 2 tranches de raclette par poêle